Nous restons sur le Nigeria un moment. Nous évoquions donc cette nouvelle législation pour un meilleur partage des ressources du pétrole. Ambroise Ponjo, vous avez la parole et vous évoquez donc la situation dans le delta du Niger. Oui. Je remontais un peu dans l'histoire de ce que le pétrole attirait déjà comme ennui aux nationaux, c'est-à-dire aux Nigériens. Mais ça n'empêche pas le président Buhari de prendre le taureau par les cornes, de foncer droit pour voir ce que ça peut donner. Vous savez, les gens sont extrêmement pauvres. Moi, ce que j'aime du Nigeria, c'est la consommation. Près de 190 millions d'habitants, 200 millions d'habitants, c'est la consommation, c'est un bon marché de consommation. La Chine a évolué, la Chine a gagné le marché mondial, la Chine est devenue puissance mondiale à cause de la consommation, à cause du nombre important d'habitants. Oui, c'est en cela quand les Occidentaux viennent dire que vous faites trop d'enfants, tout ça là. C'est vrai qu'il peut y avoir un risque quand la régulation n'est pas faite par rapport à la démographie. Ça, il y a des économistes qui sont là, il y a des gouvernants qui sont là, des statisticiens qui sont là, qui peuvent faire ce ratio-là pour pouvoir déboucher sur un nombre important de démographie, mais tout en privilégiant la consommation pour équilibrer le système. C'est ce que le Nigeria vit. Quand vous produisez, vous faites à Imonou, dans moins de 10 minutes, c'est fini. Vous produisez de la télévision, c'est fini. Comment ce pays ne peut pas évoluer? Même quand on l'appelle géant au pied d'argile, à un moment donné, c'est ça. Mais actuellement, le Nigeria n'est plus un pays au pied d'argile. Le Nigeria qui a quitté l'argile monte sur les fers, je vous le dis. Parce qu'avec Buhari, qui est un peu rigoureux en matière de gestion et en matière je n'aime pas trop le protectionnisme, mais en matière de nationalisme, je crois que ça peut évoluer. 1,9 $ par habitant, c'est le PIB. Je ne crois pas que ça puisse aider les gens. Donc, il faut monter les enchères pour pouvoir redistribuer les ressources et créer une classe moyenne en pompe. Il y a tellement de milliardaires qui peuvent récupérer le marché. C'est vrai que le système d'exploitation, les matériaux d'exploitation peuvent les échapper parce que c'est pourquoi il faut à un moment donné, justement, c'est pourquoi il faut à un moment donné faire le rapprochement sud-sud, les Indes, le Pakistan, le Brésil, ça peut les aider. Mais avec les Occidentaux, ils vont brandir la menace, comme quoi nous allons couper tout. Alors, Chris, quel que soit ce qu'on va dire, bonne ou mauvaise, cette nouvelle législation, elle intervient quand même dans un contexte où le Nigeria connaît une crise budgétaire. Et donc, pour Buhari, c'est aussi une manière de renflouer les caisses de l'État. Ça répond indirectement à ce que je disais, cette pétrodépendance. Absolument. Vous savez, vous avez le déficit budgétaire, non seulement, il y a aussi le déficit de la balance commerciale. Vous savez, lorsqu'on dit, par exemple, que le Nigeria est un géant au pied d'argile, c'est surtout par rapport aux statistiques, au macro. Et il est vrai qu'il se pose quand même un problème de gestion, de gouvernance économique, et je crois que le Nigeria se doit de se rattraper à ce niveau, se doit de se faire violence à ce niveau-là, parce que vous avez peut-être des ressources, mais souvent ce qui fait problème en Afrique, c'est que la gouvernance n'est pas ce qu'il faut pour assainir l'économie. Et je crois que si on laisse le soin, ou alors si le président Buhari se donne les moyens d'installer une gouvernance qui soit au profit des populations, je crois que les Nigériens n'en demandent pas mieux. Vous savez très bien que ce qui a fait naître Boko Haram, c'est un peu aussi parce qu'au nord, il y a une pauvreté à couper au couteau. Les 12 États, ils sont des États les plus pauvres. Et aujourd'hui, le Nigeria a besoin davantage de devises, davantage de ressources pour quand même équilibrer non seulement la consommation à l'intérieur, mais aussi la redistribution, parce que la redistribution est très inéquitable. Or, ce qui est aujourd'hui est surtout profite généralement aux États du Sud. Et il faut avoir, puisque c'est comme s'ils ont pris... C'est ça les Français avaient fait pour provoquer la guerre de Biafra. Pour la guerre de Biafra. C'est comme si le Sud a pris en otage tout le pays, l'appareil économique, et surtout les domaines les plus rentables de l'économie, etc. Et il faut maintenant qu'on équilibre. Et je crois que pour équilibrer, il faut qu'on ait davantage de ressources. Et je crois que c'est à cela que tend la gouvernance de Buhari, parce qu'il a fait ces promesses-là, que faire en sorte que le Nord, sans qu'on dise qui doit rattraper le Sud, au moins se mettre à un niveau tel qu'on se dise quand même qu'ils ne sont pas aussi marginalisés, parce que
tant que cette pauvreté-là ne va pas reculer, je crois qu'il y a un terreau qui favorise l'émergence des forces radicales, des forces... des forces... Là, tu veux le vocabulaire national, les laisser pour compte. Ah ben, les laisser pour compte, je crois que c'est sur ça, justement. Les microbes professionnels. Alors, il y a quand même un expert, Dimas Ikodo, dans le secteur du pétrole qui estime que la nouvelle taxation introduite par cette nouvelle réglementation va au-delà des seuils de rentabilité. Et lui, il le dit surtout pour le offshore, ce qui se fait dans les eaux, que c'est très coûteux et ça risque davantage d'impacter la rentabilité. C'est quel expert? Expert occidental, c'est ça. Si on voit, chacun voit ça dans un angle qui peut l'avantager. Donc, oui, mais de toute façon, on on en a toujours vu. Ces sociétés qui viennent, Total, Shell et tout cela, ils ne sont pas là pour faire de l'altruisme, ils font du bénéfice. Mais bien sûr, mais il ne faut pas que, ils ont une technologie que le Nigeria n'a pas. Leur bénéfice écrase toute l'économie, hein. les intérêts de toute la nation. Il y a l'investissement. Il y a l'investissement, bien sûr. Oui. Mais ces investissements-là, ce n'est pas la société, ce n'est pas l'investissement le plus cher au monde. On ne va pas nous dire que quand on investit dans le pétrole, c'est l'investissement le plus cher au monde. Mais pourtant, les gens investissent. Il y a des privés. La plupart de ces sociétés-là, ce n'est pas des sociétés d'État, c'est des sociétés privées. Et on va nous dire qu'eux, ils arrivent à investir. Pourquoi les États ne peuvent pas investir ensemble en Afrique? Donc, c'est une question de bonne volonté. C'est une question de détermination de la part de nos dirigeants d'aller dans ce sens. Ils seront. Donc, moi, je me méfie beaucoup de ces expertises, de ces spécialistes. Ouais, de ces fameux spécialistes-là qui se cloîtrent dans leurs quatre murs et en Occident pour dire que, ben, voilà. Ils sont tous sur la chaîne, ils sont dans la chaîne. Oui, c'est une pour orienter les choses vers leur propre intérêt. Et donc, moi, non. Moi, on ne peut pas dire que... Mais vous pensez que Buhari s'est levé comme ça, lui, sans consulter aucun expert national ou aucun économiste, et puis se lève et dit, à partir d'aujourd'hui, ça doit se faire comme ça? Non, je ne pense pas. Et quand il vient, il annonce, il ne va pas dire que c'est sur la base de telle étude. Non, il ne va pas le dire, mais il sait que c'est comme ça, ça devait être. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, je pense que c'est très important qu'on aille dans ce sens. Il est temps quand même de booster les choses. Il est temps de réajuster les choses. De façon à ce qu'on ne puisse pas faire... on ne puisse pas... C'est vrai qu'on est assis sur l'or en pleurant, hein, et que c'est des gens qui viennent d'ailleurs plutôt pour prendre cet or-là, pour pouvoir exploiter ça et venir nous le revendre. Mais le problème, c'est que nous devons nous réveiller. Et l'Afrique doit se réveiller. Et nous pensons réellement que les richesses de l'Afrique suffisent largement pour enrichir. Pour enrichir. D'ailleurs, il y a d'autres analystes nigériens qui disent que généralement, les entreprises brandissent toujours cette menace quand elles sont confrontées à de nouvelles taxes, mais elles abandonnent rarement leurs activités. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ok, ils n'ont qu'à abandonner. On prend. Qui laisse prend. Je me rappelle, même au Togo, ici, là, il y avait la brasserie. Oui. La brasserie qui devait au fisc. 9 milliards, milliards. Une somme importante, et puis on a... Menace de parti. Une menace de parti. Bravo, allez-y. Il faut partir. Il n'y a pas de problème. Il faut partir, mais ils ont payé. Les Allemands sont déjà là. Ils ont payé. Ouais. D'accord. On va passer maintenant à la Guinée-Bissau. Pour revisiter l'histoire dans ça, oui, rapidement, c'est l'histoire. Ce qu'on avait oublié sur cette chaîne, là, juste pour une connaissance historique, hein, le Nigeria était au premier abord une colonie de la France. Du moins, c'est la France qui a occupé là-bas. Hein, en commençant, mais la France a négocié avec la Grande-Bretagne parce qu'elle ne se trouve pas dans l'océan Indien. Et donc, elle veut se retrouver là-bas aussi en laissant un territoire aux Anglais. Et donc, l'échange a été effectué entre le Madagascar et le Nigeria. Et donc, la Grande-Bretagne a repris le Nigeria et la France est partie. Donc, la France a vu finalement qu'elle a vendu
La poule aux œufs d'or. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas que le sous-sol nigérien était aussi... Malheureusement, c'est la France toujours qui est le premier investisseur étranger au Nigeria. D'accord. La Surtout Guinée, en la armement aussi. Bissau, Oui. le premier ministre récemment nommé en Guinée-Bissau et désavoué à l'étranger a remis vendredi sa démission alors qu'augmentait la pression de la communauté internationale inquiète d'une éventuelle remise en cause de la prochaine présidentielle et de développement violent. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice dans cette interminable crise, a réaffirmé son attachement à la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain à l'issue d'un sommet extraordinaire à Niamey sur la situation en Guinée-Bissau. Elle a aussi redit son soutien à Aristide Gomez, qui reste, elle, chef du gouvernement, malgré son limogeage par le président José Mario Vache il y a moins de 2 semaines. Chris Ega, la situation au niveau de la Guinée-Bissau, on l'a évoqué sur ce plateau, je pense, vendredi, et surtout sous l'angle de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez qu'elle joue le bon rôle? C'est-à-dire, c'est de cette manière qu'il faut mener les choses? Oui, de toute façon, le résultat est là. C'est qu'on constate quand même que cette fois-ci, la CEDEAO a pesé dans la balance de telle sorte que ce Premier ministre-là démissionne parce que c'est un Premier ministre dont la nomination n'a jamais eu l'assentiment de quoi non seulement des autres forces politiques au Guinée, mais aussi de la communauté internationale, notamment la communauté africaine, en l'occurrence la CEDEAO, qui finalement a pu utiliser les leviers diplomatiques pour que la situation change. Et je crois que force est à la diplomatie et il faut saluer cela. Mais vous savez, la Guinée-Bissau est un pays qui pendant longtemps est resté déstabilisé et qui a besoin, je pense que c'est ce que le président bissau-guinéen a compris, qui a besoin maintenant de se sortir de cette affaire de cette situation-là pour s'occuper du développement. Or, pendant longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les crises à répétition en Guinée-Bissau. Et puis, qu'est-ce que les Guinéens, les Bissau-Guinéens ont comme intérêt à faire en sorte que cela se poursuive, que le pays continue de connaître des crises. Il faut un sursaut d'orgueil pour que la Guinée retrouve, je crois, le calme et s'occuper des questions de l'économie. Et vous savez, mais quelque part, il faut dire aussi que la Guinée est un petit pays, pratiquement exsangue, qui n'a plus de ressources aujourd'hui de s'occuper de ses besoins et qui a besoin de la communauté internationale. Et c'est pour cela que vous avez compris que la CEDEAO a pu peser. Mais si c'était par exemple au Nigeria, face au Nigeria, si c'était par exemple face au Soudan, si c'était par exemple face à la Côte d'Ivoire, je ne crois pas que la CEDEAO aurait pu encourager ce succès-là en passant par la voie de la diplomatie. Vous vous rappelez que la Côte d'Ivoire, face à cette situation, avait déjà pu utiliser la force pour faire revenir le calme dans le pays de l'autre dictateur là, qui est en Gambie. Donc je crois que ces petits pays-là, aujourd'hui, ont tout à gagner en faisant revenir la paix à l'intérieur de leur frontière, de telle sorte qu'ils puissent s'occuper finalement de l'économie. Et je crois que c'est la bataille qui vaut la peine d'être entreprise aujourd'hui. Alors, quand on regarde Ambroise Pondio la situation, par exemple, le gouvernement nommé par Vache qui a démissionné, le gouvernement de M. Imbali, ce n'est pas sous la pression que le président Vache a démis le gouvernement. C'est le Premier ministre nommé qui allait remettre sa démission parce qu'on faisait peser des menaces de sanctions sur lui. Ça veut dire que si ça ne tenait qu'à Vache, le gouvernement serait toujours là. Et donc, lui, il est dans sa posture de défiance vis-à-vis de la CEDEAO. Non seulement ça ne tenait qu'à lui seul, ça ne tenait qu'au Premier ministre nommé, le gouvernement aura foncé, parce que le Premier ministre sortant là clairement dit qu'ils sont en présence des forces d'occupation, que les forces de la CEDEAO ne lui ont pas laissé le temps de travailler. Ils ont bloqué tous les entrées du palais, de la primature, et là, il se retrouve dans un pays contingenté par les forces étrangères. Le même discours a été fait par Valls, et Valls même ne parle pas. Vous savez, bizarrement, moi, je suis adepte
de ce qui est légitime. Je sais que Valls n'est pas tout autant légitime parce qu'il a déjà bouclé son mandat. 6 mois déjà. 6 mois, 4 mois, 6 mois. Seule raison qui le disculpe, qui l'accable. En dehors de ça, j'aurais asséné des coups à la CEDEAO parce que... De toute façon, la CEDEAO n'aurait pas intervenu s'il n'y avait pas... s'il n'y avait pas cette il suffit que Valls prépare son armée. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est une petite armée aussi, hein, c'est pas... Oui, je sais. Il suffit que... C'est pas comme le Nigeria qui... Mais ici, c'est à l'interne. Il suffit que... Le problème, c'est Oui, que ça se joue à justement. l'interne. Il suffit que Valls s'arrache un peu les amitiés de la Russie, offre quelque chose, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va offrir? D'ailleurs, hier, il a reçu un responsable militaire. Et ça a fait peur aux gens. Le risque de coup Ça fait peur aux gens. Vous savez, moi, jusqu'à présent, le comportement de la CEDEAO même, c'est comme s'il y a des intérêts. Au sein même de la CEDEAO, il y a des chefs d'État qui jouent sur des intérêts égoïstes et personnels, qui fait qu'ils ne voient pas l'intérêt de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est en perpétuelle crise, instabilité de crise. Et ils l'ont si bien dit. Maintenant, la CEDEAO veut quoi concrètement? C'est les Guinéens qui décident de celui qui va gouverner. La Guinée est un pays souverain. On ne peut pas, sur la base des conventions internationales, des traités internationaux... Vous dites ça? Oui, non, j'en viens. Parce que ce qui m'énerve dans la CEDEAO, le bordel que la CEDEAO a foutu sur le Togo, il veut répéter la même chose. Je suis d'accord que la CEDEAO règle la situation en imposant, dans un ordre légaliste et légitimiste, ce qui se passe en Guinée-Bissau. C'est là où je dis, je l'ai dit au début, que le président même n'est pas blanc. Le président Valls n'est pas blanc. Il aurait pu être dans son mandat. Il aura tout le soutien de beaucoup de gens pour avoir continué. Mais il va falloir... C'est grâce à la CEDEAO qui Oui, et ce qui a fait... C'est là où je suis d'accord un peu avec la CEDEAO. De telle manière pour qu'il y ait la paix. Pour ne pas... Il refuse. C'est là où je suis d'accord un peu aussi avec la CEDEAO. Je mets la parole en dehors en disant que si c'est que le mandat de l'autre n'était pas fini et que ce n'était pas un mandat, le mandat qui continue actuellement, c'était sous le gîte de la CEDEAO, la pierre ira directement à la CEDEAO parce qu'elle aura déjà montré ses preuves ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est l'instabilité de la Guinée-Bissau qui est en redoute. Et c'est ce qu'il faut voir. Ils ont si bien fait d'envoyer des généraux pour pouvoir dissuader un chat dans la gorge, dissuader tout éventuel jusqu'au boutisme. Et le Premier ministre a démissionné, pas parce que la CEDEAO a fait pression, je le répète, parce qu'il y a une forme d'occupation à l'interne. Donc, disons que je laisse la parole à Dimas. C'est quoi la faute d'occupation? En attendant de me libérer. Je pense que c'est la pression de la CEDEAO qui a fait démissionner le Premier ministre. Et le Premier ministre a démissionné sous cette pression. Sous la pression de la CEDEAO. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, on ne peut pas dire que c'est... parce que le président a voulu ou bien parce qu'il y a une force, je ne sais pas ce qu'il appelle force d'occupation à l'intérieur. Non, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que la CEDEAO voulait passer à l'étape suivante, puisque à l'étape des sanctions. Et c'était clair que il y aura de lourdes sanctions contre le pays si ce Premier ministre, qualifié d'illégal, du moins aux yeux de la communauté internationale illégal, puisse continuer par gouverner. Donc je pense que moi, dans ce jeu, je n'accuse la CEDEAO en rien. Je pense que c'est ce qu'on demande à la question que j'ai posée à Chris, la solution de CEDEAO, par exemple, de proroger le mandat de Vache, alors que son mandat a expiré, ça c'est d'un. Et de deux, de le laisser être candidat, en même temps son Premier ministre est candidat. On sait que les deux ne s'entendent pas. Je l'ai dit ici vendredi. La CEDEAO, il ne retient pas la CEDEAO a imposée au niveau de Madagascar, où les deux protagonistes, on leur avait interdit d'être candidats. Bon, vous voyez le désordre de Madagascar, là, c'est autre chose. On est pratiquement dans la même situation. Si on est dans un pays où ils sont champions en coup d'État, c'est le seul président qui a terminé son mandat. Mais la réalité de la Guinée est différente. Vous savez que la Guinée est prise pratiquement en otage par une oligarchie de mafieux, les narcotrafiquants, qui ont les moyens de maintenant, quand on va, institutions. Le peu de politique qu'ils ont, quand on va les mettre à l'écart, du moins c'est les figures de proue au niveau de quoi, on risque d'abandonner le pays entre les mains de ces
narco-généraux là, dont on ne sait même pas ce qu'ils vont faire avec le pays. Et donc, je pense que cela permet d'ailleurs de couper la poire en deux, de laisser la main libre aux Guinéens de décider. Et donc, mais il ne faut pas que Vaz cherche à tricher. Et il y a un risque. Mais voilà, il y a un risque de tricherie et c'est de cela que la CEDEAO ne veut pas. Il faudrait que le processus soit conduit de façon transparente et qu'on laisse le Premier ministre, je vois c'est Gomez, Aristide Gomez pour organiser les choses. De toute façon, si le président Vaz se comporte de cette manière, c'est qu'on se dit quelque part, il a des craintes qu'il peut perdre. Et donc, il joue le tout pour le tout. Oui, évidemment, vous savez, parce que le Premier ministre n'est pas quand même n'importe qui. C'est quelqu'un qui s'adosse à des forces dont on connaît la pertinence en matière d'occupation, en matière de velléité à renverser les institutions régulières. Donc, je crois que la CEDEAO joue quand même à faire en sorte que ceux qui ont les moyens de déstabiliser le pays se présentent pourvu que le processus de sélection soit régulier. Je crois qu'en fait, c'est ça le credo de la CEDEAO. En voulant les écarter, ce sont des gens qui, quand bien même on réussit à les écarter, peuvent revenir à la charge parce qu'on sait de quelle façon cela s'est passé jusque-là. Je l'ai dit tantôt, la Guinée-Bissau a connu des crises à répétition et la seule façon de mettre tout le monde d'accord, c'est de permettre à ces deux protagonistes-là de se présenter en espérant que le jeu sera équitable. Je crois que c'est la carte que la CEDEAO est en train de jouer en ce moment. Ce n'est pas pareil, par exemple, à Madagascar, où l'armée jouait quand même un peu jouait au juge entre les tendances, les deux tendances. Mais Ici, je crois que l'armée n'est pas assez républicaine comme on peut en trouver, par exemple, au Madagascar. Ici, l'armée est peut-être aussi un des facteurs même du conflit. Parce qu'on peut même dire que chaque protagoniste a son armée. Quand ça se présente de cette façon-là, il vaudrait mieux. Le risque est grand de voir le pays sombrer encore dans la guerre si jamais la CEDEAO jouait à privilégier un protagoniste contre l'autre. Donc, on leur donne la chance de se présenter, comme ça, on a de la calmie, quitte à ce que le jeu se joue sur la scène politique, sur le ticket politique. Il faut que les deux viennent devant le peuple pour faire valoir leur argument politique. Je crois que c'est surtout ça ce que la CEDEAO veut. Je crois que les deux cas, au Madagascar, comme en Guinée-Bissau, ce ne sont pas des cas pareils, quoi que ce soit deux pays qui ont connu quand même des crises à répétition. Est-ce que quelqu'un avant le jeu est toujours dangereux? Mais Ambroise, donc actuellement, si on suppose que la démission du Premier ministre Imbali, la CEDEAO va s'en contenter et suivre le processus comme du lait sur du feu jusqu'au 24 novembre, l'enjeu, ça va être la transparence. Oui, c'est l'enjeu même, effectivement, c'est la transparence. Parce que on ne peut pas être jugé parti. C'est ce que voudra dénoncer la CEDEAO en essayant de mettre en équilibre les deux protagonistes. Et le Premier ministre qui a été évincé et le président là, qui est là actuellement. Maintenant, c'est vrai que des présomptions de vouloir forcément se faire élire peuvent pencher du côté de Valls. C'est ce que la CEDEAO ne veut pas. Et c'est la CEDEAO même qui a fait cette erreur-là. Parce que quand le mandat de la personne est fini, il y a un président de l'Assemblée, non. La Constitution a des règles. Donc si les règles-là disent que le président de l'Assemblée vienne à la charge pour pouvoir organiser dans les 2-3 mois les élections, ça met tout le monde à l'équilibre. Et au même moment, les forces armées et les forces de police. Maintenant, que vous avez prolongé par mégarde, ils ont prolongé le mandat du président, ce qui est une faute. C'est déjà une faute constitutionnelle à l'interne. C'est un compromis, ce n'est pas une faute. Oui, c'est ce que je dis, une faute constitutionnelle à l'interne. Mais un compromis au plan international peut être au-dessus. Entre parenthèses. Oui, c'est ce que on dit toujours la même chose. C'est pour dire que la CEDEAO s'en est mêlée et elle voudrait vider le verre sans que le verre même ne soit plein. Je comprends à peu près l'anecdote là. Ce qui veut dire que les deux devaient être mis à l'écart, prendre une structure neutre pour organiser les élections. Maintenant, les deux, l'autre veut gagner, tout fait pour gagner, il a écarté l'autre pour pouvoir voir clair dedans
et se lancer en campagne. Tout ce que les gens disent, lui, il est en campagne. Est-ce Et que je le la soutiens. CEDEAO a les moyens de mettre les deux forces-là à l'écart? Est-ce que cela est possible? Oui, est-ce que cela est ce n'est pas possible. On joue Sauf que, j'ai dit, ici, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. La diplomatie a toujours des erreurs. Et cette erreur-là s'est glissée dans le management de la CEDEAO en laissant Valls faire son dernier mandat. C'est vrai qu'en laissant... Sauve l'essentiel. Sauver l'essentiel, c'est les conséquences. Non. Quelles conséquences? Je veux continuer. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Oui, le moindre. Le moindre. Valls se retrouve légitime à travers un accord. Oui. Donc, c'est autrement légitime. Il doit respecter l'accord de bout à bout. Ah là, c'est ça, c'est vous qui le dites. Il se dit que je suis encore légitime en tant que président, je peux nommer un premier ministre. Non. Parce que l'autre... Maintenant, au-delà de la transparence d'image qu'on a évoquée, c'est vrai que la CEDEAO va dépêcher une mission d'observation dans le pays. Mais est-ce qu'on est sûr que ce seront des élections apaisées? Au moins ça, la CEDEAO veut lutter pour ça. Du moins avoir une élection apaisée. On parle de transparence. Maintenant, est-ce que... Non, dans la diplomatie, on parle de l'apaisement toujours. On parle de l'apaisement. Maintenant, les irrégularités mineures ne peuvent pas remettre en cause la totalité du processus. C'est ça. Et donc, mais l'objectif de la CEDEAO, c'est s'inscrit, s'embrique dans l'objectif qu'assigne toujours la communauté internationale, à savoir faire tout pour que la paix règne en Guinée. Et je pense que c'est ce à quoi les dirigeants de la CEDEAO vont s'atteler. Nul n'a intérêt à ce qu'un front soit ouvert là-bas en Guinée encore, une guerre encore, du moins avec cette accalmie un tout petit peu en Afrique, un peu pas. Ça vaut mieux. Qu'on gère les choses comme ça, au lieu de basculer le pays dans la guerre. Mais est-ce qu'il y aura totalement la transparence? Je ne sais pas. Ce serait difficile. Un deuxième mandat pour Valls, c'est quand même pas de la merde. On va aller à la pause et on revient après pour continuer.